D'abord, et d'une façon très générale, une masse de glace aussi énorme, dont la superficie est de 13 à 14 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire l'Amérique et l'Europe réunies, ne peut pas ne pas avoir une influence énorme sur l'atmosphère, par conséquent sur le temps. Mais toutes les recherches scientifiques qui y sont faites, elles sont nombreuses, sur la glace ou la physique de la haute atmosphère, ont toutes des applications pratiques, utiles et immédiatement sensibles. Par exemple, il a été possible aux glaciologues de prévoir, il y a plus de 10 ans, le refroidissement général du globe actuellement et le retour vers une normale de ces climats, c'est-à-dire vers une irrégularité du climat, les 50 années passées que nous avons eues étant anormales au point de vue climatique, c'est-à-dire beaucoup trop réguliers. Alors que le projet de loi climat né des travaux de la Convention citoyenne est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, Thomas Cluzel l'évoquait dans son journal à l'instant, et elle cherche à faire entendre la voix des pôles. L'Antarctique sera-t-il le baromètre du réchauffement climatique? On en parle avec notre invitée, la glaciologue Lydie Lescarmontier, spécialiste en océanographie. Elle collabore aujourd'hui au Bureau pour l'éducation au climat, l'OCE. Elle a pris la route de l'Antarctique à bord du mythique Astrolabe, qui ravitaille en hommes et en vivres la base de Dumont-d'Urville, en terre Adélie. Un voyage en mer qu'elle a raconté dans un premier carnet de 2018, préfacé par Isabelle Autissier et publié chez Elitis Éditions. Elle publie aujourd'hui La Voix des pôles et c'est chez Flammarion, récits et leçons d'une expédition scientifique au plus près du glacier Mertz. Bonjour à vous, Lydie Lescarmontier. Bonjour. Vous venez tout juste d'arriver, c'est toujours assez rigolo ou décalé, mais on imagine pour une glaciologue comme vous, de voir que 3 petits flocons peuvent mettre en vrac une ville comme Paris, vous qui avez affronté des températures polaires dans votre vie, qui avez caressé les icebergs. Vous voyez ce que le froid nous fait, la neige nous fait. Hein. Oui, tout à fait. Et même ce matin, je me suis cassé la figure dans la glace et je me suis dit, bon, il faut que ça m'arrive ici et pas forcément en Antarctique. Voilà, bon, encore beaucoup de choses à apprendre au fil du temps. Est-ce que comme Paul-Émile Victor qu'on vient d'entendre à l'instant, lui qui a été, comme vous, à la rencontre des pôles, vous pensez que cette glace qu'on peut voir là-bas ne peut pas avoir une influence sur le temps tel qu'on l'imagine? Autrement dit, vous, en allant à la rencontre des pôles, comme Paul-Émile Victor, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez constaté à première vue? À première vue, en fait, en allant en Antarctique, j'ai été déjà épatée d'apercevoir que on voyait la calotte antarctique à peine quelques kilomètres. Donc ça, c'était déjà une première impression. Je me disais que sur un jour de navigation avant, on commencerait à voir un petit peu cette montagne de glace. Et finalement, on s'en est aperçu, on s'est aperçu qu'on s'en approchait très très tard. Et puis ce qui m'a impressionné, c'est ces quantités de glace. C'est ce que disait tout à l'heure Paul-Émile Victor dans ce témoignage. C'est qu'on ne peut pas imaginer en fait ces volumes de glace. L'Antarctique, c'est 2,5 km d'épaisseur de glace en moyenne, des maximums à 4 km. C'est complètement spectaculaire et je pense que c'est vraiment ce sentiment d'être en face de quelque chose de bien plus grand que nous qui m'a frappée en premier lieu. Et là, on est en 1979, quand Paul-Émile Victor raconte, témoigne dans les dossiers de l'écran. Peut-être que ces volumes ont même un peu diminué depuis, voire beaucoup. Le danger que vous dénoncez, en tout cas que vous racontez dans ce livre et dont vous voulez aujourd'hui nous alerter, Lydie Lescarmontier, est-ce qu'il se voit à l'œil nu ? Est-ce qu'il se voit à l'œil nu? Pas vraiment en Antarctique, parce que ces quantités de glace sont gigantesques. On peut le noter quand il y a par exemple des très grands icebergs, comme par exemple le A68, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, puisqu'il se rapprochait de la Géorgie du Sud. Et on s'attendait à une collision entre l'île et l'iceberg à ce moment-là. Donc voilà, à ces moments-là, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent, mais on ne voit pas forcément cette fonte.
Par contre, en Arctique, c'est beaucoup plus visible puisque les glaciers sont touchés et beaucoup plus impactés aujourd'hui. Alors l'Arctique c'est le nord, l'Antarctique c'est le sud. C'est ça. Contrairement à ce que beaucoup imaginent encore, en Antarctique il peut faire très 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 froid aussi. Oui. Et il y a de la glace, comme il y en a en Arctique. La glaciologie, c'est une science de la Terre. Hein. Qu'est-ce qu'elle étudie ? La glaciologie, alors ça dépend. C'est vrai que souvent, quand je me présente en tant que glaciologue, on me demande directement si je fais des carottes de glace. Et donc pas du tout. Les glaciologues s'intéressent à la glace. Alors des fois, c'est une fin. Donc comprendre par exemple comment fonctionnent les glaciers. Donc c'était plutôt mon travail, vraiment travailler sur les mécanismes, sur l'évolution de ces glaces au cours du temps. Et sinon, il y a des glaciologues qui vont utiliser la glace comme outil pour chercher, par exemple, quelle est l'évolution des climats passés. Donc un glaciologue qui est très célèbre, c'est Claude Lorius, qui lui utilisait la glace comme une mémoire climatique en analysant les petites bulles qui étaient contenues dans ces carottes. C'est une jeune science. C'est relativement jeune, mais pas tant que ça. Les premiers glaciologues sont apparus il y a une centaine d'années. Mais en tant que science vraiment... science de la Terre connue, développée dans les laboratoires, on peut dire que ça fait 50-60 ans. Qu'on se dit que la glace, que les systèmes glaciaires ont quelque chose à nous dire, qu'ils sont une mémoire à la fois de notre temps et qu'ils sont peut-être aussi des vigies, des sentinelles, comme vous, les hommes et les femmes qui vous rendez là-bas, qui peuvent nous alerter sur l'état de la planète, sur le réchauffement climatique en cours. Vous évoquiez Claude Lorius. Lui parle aussi de l'Antarctique comme un lieu témoin, un observatoire de notre planète. On l'écoute. L'importance pour les chercheurs, c'est non pas ces ressources hypothétiques auxquelles peu d'entre nous croient d'ailleurs, c'est d'abord d'être un observatoire de la planète. C'est à partir des témoignages que l'on a en analysant la glace que l'on peut mesurer effectivement la contamination globale de notre atmosphère. Et la pollution n'est pas due à ceux qui vont en Antarctique, mais elle est due à l'industrie, aux pays industriels, à l'hémisphère nord en gros. Donc c'est à l'autre bout de la Terre que l'on mesure les changements de cette atmosphère. Il faut aussi parler du niveau des mers. Il faut bien réaliser les quantités énormes de neige qui tombent sur ce continent, qui s'en vont à la mer, et un léger déséquilibre peut avoir des effets tout à fait considérables sur les variations du niveau des mers. Et ce dont nous parlons, c'est d'une tendance vers un réchauffement global qui se produira. Nous en sommes convaincus. De quelle importance, et en particulier les conséquences sur le niveau des mers. Heureusement, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Voilà, Claude Lorius en 1991. Qu'a-t-on appris depuis ? Vous diriez exactement ce qu'il vient de dire, Claude Lorius, dans ces termes-là ? Pas tout à fait en ces termes, mais oui, quasiment. Je pense que Claude Lorius, il avait déjà posé les pierres, les bases du réchauffement climatique. Il avait compris qu'on était en train de modifier notre climat, que c'était quelque chose qui était enregistré dans ces glaces et que voilà, on allait subir les conséquences. Mais c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant de voir qu'en fait, toutes ces informations-là étaient déjà disponibles il y a 30 ans. Il y a plus de 30 ans, et de voir qu'on n'en a pas forcément fait grand-chose jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, si le regard qu'on porte sur ces glaces sur l'Antarctique n'a pas tellement changé en 30 ans, est-ce que vous pensez que notre écoute, notre attention portée à ces phénomènes, elle, a évolué ? Oui, tout à fait. Et même moi, je vois que... Comme je fais beaucoup de formations sur le changement climatique, beaucoup de conférences, je vois que les questions qu'on me pose sont très différentes. Il y a par exemple 10 ans, j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte sur la fonte des glaciers, sur le changement climatique, alors qu'aujourd'hui, les gens sont plus dans l'idée de dire est-ce que vraiment c'est irrémédiable ? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? Ils ont déjà accepté que le changement climatique était bien là. Aujourd'hui, on est plus sur qu'est-ce qui va se passer.
Et vous, vous êtes de cette génération un peu entre deux. Quel âge vous avez aujourd'hui? J'ai 35 ans. 35 ans. Vous racontez que vous n'étiez pas prédestiné à vous intéresser à ces sujets-là. Vous n'aviez pas de poster d'iceberg sur les murs de votre chambre d'enfant, au cœur de la campagne berrichonne, que tout s'est fait progressivement au fil de vos études, à la fois la sensibilité que vous avez développée à ces sujets et l'intérêt scientifique que vous leur avez accordé. Pour aller un peu vite, il y a une grande mission, une grande opération qui va compter dans votre vie. Vous embarquez à bord de l'Astrolabe au moment de vos études et vous racontez la petite société qui va composer ce navire, cet équipage de ce navire polaire, dont le chef de la logistique, qui était surnommé Dieu, qu'a connu d'ailleurs Paul-Émile Victor et qui vous a, parmi tant d'autres, raconté aussi à sa manière ce qu'il avait pu voir et vivre tout ce temps-là. Pourquoi vous embarquez à bord de l'Astrolabe? Qu'est-ce que vous allez chercher? Où est-ce qu'on vous envoie? Alors, en fait, cet embarquement à bord de l'Astrolabe, il arrive au tout début de ma thèse, qui suit un stage que j'ai réalisé au Lagos, à Toulouse, où il était question d'analyser des données GPS qui avaient été posées qui a été issu de balises posées sur un glacier, le glacier Mertz, qui est situé à 250 km de la station du Mont d'Urville. Et on s'intéresse tout particulièrement à ce glacier depuis quelques années, parce qu'on voit qu'il y a une fracture qui se développe à la surface de sa langue de glace, qui laisse présager que dans quelques années, il va voler un iceberg. Donc un iceberg va se détacher de cette langue de glace et va ensuite former une entité à part entière. Et ce qui nous intéresse, c'est à la fois de suivre tous les processus de formation de cet iceberg, mais aussi voir quelles sont les interactions de ce glacier avec l'océan et ensuite avec la calotte en amont, pour imaginer si par exemple il y a des modifications du climat, par exemple une hausse du niveau marin, ou si les grandes plateformes de glace telles que le glacier Mertz commencent à voler beaucoup plus d'icebergs à cause d'un réchauffement, est-ce qu'on va avoir une accélération de la calotte antarctique en amont? Et ça, en utilisant le glacier Mertz comme un petit laboratoire, ça peut nous permettre ensuite d'utiliser ces exemples-là pour des modélisations climatiques sur d'autres plateformes en Antarctique. Alors, petit laboratoire, le glacier Mertz, quand même, pas si petit que ça. Vous expliquez, vous racontez ce terme de velage que vous venez d'évoquer, ce processus à la suite duquel un morceau de glace, un iceberg, va se détacher de ce continent Mertz, de ce glacier. C'est tous les 70 ans et pour vous, l'enjeu, c'est de ne pas louper le moment, en fait, d'être là au moment où ça se passera. Tout à fait, de pouvoir poser nos instruments avant l'événement, d'avoir un enregistrement avant, pendant et après, savoir est-ce qu'il y a des modifications de ce glacier qui sont liées à ce velage, et puis suivre vraiment en instantané en fait toutes les petites étapes qui vont mener à la formation de cet iceberg. Alors vous employez toute la métaphore, la comparaison de l'accouchement. Être là, espérer assister en direct à l'accouchement, ce serait une grande première en glaciologie. Vous comparez cela à une sorte d'échographie en direct, où vous seriez vous dans le rôle de la sage-femme ou plutôt du vétérinaire. Vous n'avez pas choisi exactement quelle était encore la nature de ce processus. Est-ce que vous avez finalement pu assister à cet accouchement? Est-ce que vous y avez participé? Non, pas tout à fait. En fait, c'était un événement un petit peu frustrant puisqu'on avait installé tous nos instruments. Mais à part en collectant des images satellites qui nous ont permis de suivre les différentes positions des icebergs, on n'a jamais pu récupérer nos données sur le terrain. Et donc, c'était un événement marquant qu'on attendait, mais il arrivait au mauvais moment, puisqu'on n'a jamais pu avoir avec précision les différentes étapes de ce processus. Pas au mauvais moment, mais alors peut-être dans un moment fragmenté qui vous a empêché d'en saisir exactement l'instant, c'est ça? Oui, c'était en plein milieu en fait des rotations de l'Astrolabe vers la station du Mont d'Urville. Et donc, il y avait énormément... le calendrier était extrêmement serré. Et donc, on n'a jamais pu avoir un petit moment de l'Astrolabe pour pouvoir retourner sur le glacier Mertz et collecter ces données. Voilà, parce que l'Astrolabe, c'est pas une navette qui fait quotidiennement ou de manière hebdomadaire l'aller-retour entre la terre ferme et l'Antarctique. Il y a très peu de voyages, de missions par an, 4. Il y en a 5. 5. En fait. Ouais. Et c'est sur un temps très serré, donc c'est entre fin octobre et début mars. Parce que ça dépend de quoi?
Des Ça saisons. dépend en fait, oui, des saisons. C'est en plein été, c'est le moment où il y a le moins de banquise, ce qui nous permet en fait d'aller jusqu'à la station. Parce que, par exemple, moi, j'embarquais sur R0, donc la toute première rotation de l'année, donc fin octobre, début novembre. Et c'est une période, en fait, donc c'est le début du printemps, où il y a encore beaucoup de banquise. Et en fait, on est obligé à chaque fois de finir le trajet en hélicoptère depuis le bateau pour arriver jusqu'à la station, parce que le bateau n'était pas capable de casser de la banquise qui était encore relativement épaisse, qui pouvait dépasser les 3 mètres à certains endroits. Vous êtes resté coincé sur l'Astrolabe? Oui, plusieurs 50 fois. jours, en tout cas, une fois. C'est long, 50 jours. C'est Sur un long, navire 50 polaire. jours. Après, en y repensant, c'est pas si long que ça. Mais c'est surtout un événement exceptionnel. Et c'est vrai qu'une fois quand on était enfermé sur ce bateau, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on profite un maximum de cette expérience, que ça nous arriverait une fois dans notre vie et que voilà, que ce serait ce moment spécial, il fallait qu'on arrive à le cristalliser. Et c'est un petit peu long parce qu'on ne sait jamais quand on va sortir, mais ça reste une expérience incroyable. Voilà, et quand vous le racontez, on pense un peu à l'astronaute qui est aussi coincé, lui, dans l'espace et qui doit faire attention aux rations de vivres qui lui restent, gérer son temps aussi quand il n'y a plus vraiment d'éléments extérieurs qui viennent le scander. Et c'est assez particulier, ça demande, on imagine aussi sur soi, un travail très particulier. Ça demande à apprendre à se connaître. Oui. S'imposer une petite discipline aussi, se forcer à respecter des horaires, à s'occuper, etc. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant comme expérience. Alors le glacier Mertz, il a fini par accoucher, il a fini par voler en février 2010, et pas d'une souris, d'un iceberg monumental, 80 km de long par 35 km de large. Cet iceberg de la taille du Luxembourg, comme vous le racontez, qu'est-ce qu'il nous apprend de cet accouchement en fait? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend? Alors déjà, ce qui nous a vraiment étonnés dans cet événement, c'est que rien ne s'est passé comme prévu. On observait cette fracture qui s'ouvrait à la surface du glacier, qui de temps en temps se refermait, mais qui de manière générale s'ouvrait. Et donc on pouvait à peu près prévoir le moment où l'iceberg allait partir. Et finalement, c'est un autre personnage qui est entré en jeu dans cette histoire, puisqu'il y avait un autre iceberg, l'iceberg B9B, qui était tanké sur des hauts fonds depuis plus de 20 ans et qu'on ne voyait même plus. Pour nous, il faisait partie du paysage, qui a commencé à bouger quelques jours avant le volage, s'est tourné et en fait est venu taper contre la langue de glace. Et c'est lui en fait qui a ouvert les derniers kilomètres qui ont permis à l'iceberg de se détacher du glacier Mertz. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Vous racontez aussi que parmi les réussites, il y a toujours une part d'échec, et ça a été le cas avec ces données, ces précieuses données que vous n'avez pas pu récupérer. L'Institut polaire français Paul-Émile Victor ayant fait le choix de s'en tenir au calendrier du navire polaire et n'a pas pris le temps, ou n'a pas pu le prendre, d'aller chercher les fameuses balises GPS. C'est aussi ça en fait la recherche sur le terrain, c'est accepter une part d'inattendu, d'aléatoire et faire avec. Vous avez pu depuis compléter, retrouver ces données autrement? Alors depuis en fait c'est pas tout. Déjà c'est plus mon équipe qui s'en est chargée, mais j'ai vu qu'il y avait des articles scientifiques qui utilisaient en fait des images satellites qui avaient permis de calculer les vitesses d'écoulement du glacier Mertz pour voir s'il y avait eu une modification de cet écoulement après le volage. Donc il semble que non. Il semble qu'il ait toujours à peu près le même comportement qu'au moment où nous on l'a étudié. Mais c'est vrai que c'est un grand apprentissage. C'est vrai que l'Antarctique, pour moi, ça m'a permis d'accepter. En fait, c'est vraiment une acceptation qu'il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Dans ces sociétés aujourd'hui où on a tendance à un peu tout contrôler, tout cadrer, des fois perdre un peu aussi les responsabilités, etc. D'arriver sur le terrain et de se dire il y a quelque chose de plus fort que nous et il faut qu'on l'accepte. Et
il faut qu'on soit humble en face de ces éléments. C'est vrai que c'est un apprentissage très intéressant. Et ça, vous l'apprenez dès le premier regard. Hein. Vous écrivez « Et bientôt, il fut là. Il n'était pas bien grand, il n'était pas bien beau, ventru, un peu difforme. Et dans la lumière grise de cette matinée brumeuse, il n'arborait aucune de ces couleurs vives qui m'avaient fait rêver lorsque je faisais défiler dans ma chambrette de Toulouse les photos du Mertz. Mais cela n'ôtait rien à l'émotion de l'avoir sous les yeux. Peut-être à la fois si petit et si vainement cabossé, il avait dû voyager bien longtemps. » Voilà, ils ont une vie, ces morceaux de glace, ils ont une vie et peut-être aussi une histoire à nous raconter. Vous évoquiez tout à l'heure le travail des glaciologues et les carottages, hein, les carottes glaciaires qui peuvent être recueillies. C'est l'un de vos confrères, Jérôme Chapellas, qui a eu l'idée de constituer, lui, des bibliothèques de carottes glaciaires en Antarctique. Son projet s'appelle Ice Memory. Quelle mémoire archive-t-il? À quelle fin? Qu'est-ce que ces cylindres de glace ont à nous raconter? Alors, c'est vrai que c'est un domaine qui est un petit peu différent du mien, même si on est tous les deux glaciologues. Mais c'est un très très beau projet où en fait l'idée est de se dire avant que ces glaciers ne fondent, parce que Ice Memory, c'est un projet qui permet la collecte de carottes de glace, mais de carottes dans des glaciers de montagne aussi, donc pas seulement dans les régions polaires. Mais avant que tous ces glaciers ne fondent, il faut qu'on récupère des échantillons et qu'on les stocke. Et quoi de mieux que de les stocker dans le plus grand congélateur du monde qui est l'Antarctique. Et donc c'est le but de ce projet, de se dire avant que le changement climatique impacte trop ces glaciers, notamment ces glaciers tropicaux, récupérons ces glaces et nous pourrons les analyser plus tard pour comprendre un petit peu l'évolution de ces glaciers. Donc il y a une mémoire quand même dans la glace. Bien sûr. Mais si on l'analyse, elle peut nous raconter quoi? Plein de choses. Après, ça a été le travail, par exemple, de Claude Lorius, qui était le pionnier dans ce domaine. Mais en analysant les petites bulles d'air qui sont emprisonnées dans ces carottes de glace, on peut comprendre quelles étaient les concentrations des gaz au moment où le flocon qui a permis de former cette glace est tombé. On peut aussi déterminer quelle était la température à ce moment-là en faisant des analyses isotopiques. Donc ces glaces sont vraiment très très précieuses et c'est grâce à elles aujourd'hui qu'on a des informations sur les climats passés, que ce soit sur 400 000, 800 000, 1 million d'années. Vous n'avez pas continué après, dans les 10 dernières années, à vous rendre en Antarctique. C'est plus devenu votre seul objet et sujet de mission. Où est-ce que vous êtes allé après pour comprendre? Où est-ce que vous avez eu envie de partir? Je pense qu'une fois qu'on a vu l'Antarctique, on a envie de voir l'autre pôle, on a envie de découvrir l'Arctique et un petit peu de les comparer. À partir de 2014, j'ai commencé à faire des missions en Arctique et notamment du guidage. Et c'est un petit peu là aussi que j'ai appris mon métier qui est aujourd'hui celui de médiatrice scientifique. Donc comment faire passer ces informations au plus grand public. Alors vous dites, ça donne envie de les comparer. En même temps, vous racontez qu'au sud et au nord, que ces deux pôles sont quand même très différents. En quoi sont-ils des faux jumeaux ? Ce sont des faux jumeaux déjà dans la géographie. L'Arctique, c'est un océan qui est entouré de continents, alors que l'Antarctique, c'est totalement l'inverse. C'est un continent qui est entouré d'un océan. Et ça va avoir de grandes répercussions sur à peu près sur tout. L'Arctique, qui est la petite calotte du Groenland, qui n'est pas petite, mais qui est quand même qu'un dixième de celle de l'Antarctique. Les animaux sont très différents. Le fonctionnement aussi, en Arctique, il y a des populations qui se sont installées, alors qu'en Antarctique, non. Donc, ils sont très proches et en même temps très, très éloignés. Avec nous jusqu'à 13h30, la glaciologue Lydie Lescarmentier. Elle signe chez Flammarion la voix des pôles et elle se fait la porte-voix donc de ces pôles aujourd'hui autour de cette grande table des idées. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
13h20 et la différence entre l'Antarctique et l'Arctique, le Nord, et notamment la calotte du Groenland, racontez-vous, a toujours été plus médiatisée et les changements liés au réchauffement climatique plus visibles. Mais le nouveau directeur de l'Institut polaire, Jérôme Chapelaz, toujours, a mis aussi un coup de projecteur sur le pôle sud, l'Antarctique. On va l'écouter s'alarmer, je vais y arriver, pardon, on va l'écouter s'alarmer de ce qui se joue en ce moment et surtout de notre absence de mouvement, notre inertie, en d'autres termes. Ça fait quand même 35 ans, 40 ans qu'on a ces résultats quasiment. Et voilà, et on voit que ça va très lentement. On voit le président Chirac qui dit la Terre brûle, et à Johannesburg en 1992, la Terre brûle et on ne fait rien. Et voilà, et on se voit là maintenant en 2020, 5 ans après un événement majeur qui aurait dû définir une trajectoire pour l'ensemble des gouvernements, et encore aujourd'hui de l'inertie. C'est une grande frustration en fait quand on est chercheur et qu'on connaît l'inertie du système. On sait à quel point le système Terre, le climat de la Terre est un système avec une inertie considérable, bien pire qu'un pétrolier. Et donc il faut agir aujourd'hui, on en verra les fruits très longtemps après. Voilà, alors comment on fait pour lutter contre l'inertie ? Ça, c'est un autre débat. Lydie Lescarmentier, comment faire ? Comment faire ? Je pense que tout passe par l'éducation. Je pense que c'est un grand problème aujourd'hui. Le changement climatique, c'est un problème qui nous concerne tous. On vit tous ces impacts. On va les vivre de plus en plus intensément. Et moi, je suis épatée de voir qu'on en sait si peu. Et je suis persuadée que l'éducation nous permettra de répondre à plein de défis, donc que ce soit à la fois l'atténuation, donc baisser nos émissions de gaz à effet de serre et comprendre comment on peut le faire au quotidien, mais aussi comment s'adapter. Et cette éducation, je pense qu'elle concerne tout le monde et elle concerne aussi les politiques. C'est d'ailleurs l'enjeu du plan, du projet de loi climat qui est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Cette aventure-là, est-ce que vous l'avez suivie de près ? C'est cette idée qu'il fallait aussi rendre aux citoyens, remettre cette question-là dans le débat démocratique, ce qui s'est traduit par une convention citoyenne sur le climat. Et c'est leurs propositions qui sont en partie reprises aujourd'hui dans ce projet de loi de l'exécutif, de faire de cette question une question démocratique, commune, dont on peut discuter. Ça passe aussi par ça, l'éducation ? Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Il faut que c'est une question qui nous concerne tous et je trouve ça très intéressant que ce conseil ait été formé et que chacun puisse proposer aussi des choses à l'État. Après, je pense que ça reste des petites choses et je pense que face à l'urgence climatique d'aujourd'hui, il faudrait avoir vraiment des changements beaucoup plus en profondeur. Mais vous dites on en sait si peu, mais on sait qu'il y a un réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Je sais pas. C'est une idée encore discutable. À quel rythme, comment, pourquoi ? Les scientifiques savent énormément de choses. Je pense que c'est juste que l'information n'est pas forcément passée. Et aujourd'hui, je travaille dans une fondation dont le travail est vraiment d'utiliser ces informations scientifiques et d'en faire de l'information accessible à tout le monde. Puisque voilà, encore une fois, on est tous impactés par ce phénomène-là et il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Vous avez travaillé pour des labos français, mais aussi pour des labos australiens et vous avez souvent déploré le manque d'ambition de la recherche française, ambition financière, c'est-à-dire le peu de moyens qui sont affectés aussi à toutes ces recherches comparé à d'autres pays et à d'autres systèmes. Et pourtant, ce qui semble intéressant aujourd'hui, un peu comme l'évoquait une invitée récemment, l'astrophysicienne Françoise Combe, c'est la solidarité qui se joue autour de ces recherches, de cette coopération internationale qui s'est mise en place. On l'a vu du coup pour l'espace et cette conquête, ces questions qui se jouent dans le ciel aujourd'hui. C'est pareil pour l'Antarctique. Les pays, des États ont su se mettre d'accord pour essayer d'avancer et comprendre, aller voir plus loin. C'est un exemple ? Oui, parce que je pense que tous les scientifiques souffrent de ce manque de moyens. Et moi, j'ai vu de très, très belles collaborations entre la France et l'Australie, notamment, puisque voilà, les deux territoires se touchent. Et donc, il y a vraiment des échanges en termes de moyens.
Après, l'autre effet parfois qui est visible dans la recherche, c'est cette compétition qui est aussi liée au manque de moyens. Une équipe doit prouver que son projet est meilleur parce qu'il est en compétition avec d'autres. Et ça, c'est un petit peu l'envers de la médaille. On va repartir sur le terrain avec un dernier extrait d'un reportage de Guy Vanctil. On va s'approcher au plus près, là encore en Islande cette fois. Vous êtes glaciologiste à l'université d'Islande. Là, il y a le volcan Hawk, c'est ça. Et en face, il y a une autre chaîne de montagnes, mais là, on voit des glaciers. This one is also getting smaller, but it's actually sitting on a higher mountain. So it's surviving longer. Il survit encore parce qu'il est un peu plus élevé en altitude. Donc celui-ci survit, mais son temps est compté. Yes, like all the glaciers in Iceland. Comme tous les glaciers d'Islande. All the glaciers in Iceland are getting smaller, they're getting tous shorter. Réduisent, tous deviennent plus petits. Et on peut dire donc que les glaciers qu'il y a ici en Islande sont plus sensibles à tous les changements climatiques qu'on observe en ce moment. We have this continuous increase of greenhouse gases. Ce qui se passe à côté de ces changements et de ces variations saisonnières, c'est l'augmentation continue des gaz comme le dioxyde de carbone responsable de l'effet de serre. Et ce qu'on mesure depuis, c'est qu'à mesure que la proportion de ces gaz augmente dans l'atmosphère, les températures continuent d'augmenter. Il y a un vrai consensus et on est d'accord, on comprend le phénomène qui est lié directement à l'émission de gaz à effet de serre du fait de l'utilisation des énergies fossiles. Il faut donc changer nos sources d'énergie. Et ça, c'est possible qu'à l'échelle globale. Et vous êtes assez optimiste, alors c'est tant mieux. Voilà. Est-ce qu'il s'est passé pareil dans votre regard, cet avant, cet après, ce glacier qui était là un jour et qui n'était plus le lendemain? Vous avez eu une même révélation qui vous a donné envie à un moment de partir et de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, une sorte de globe-trotteuse de l'éducation au changement climatique? Je ne sais pas si cet événement précis a déterminé la suite. Ce qui est sûr, c'est que en fait, moi, j'ai fait mes études, puis ensuite j'ai fait mon travail de recherche, tout en ayant en tête cette question du changement climatique. Mais c'était plutôt une question qui était rationnelle finalement. Ça faisait appel à des informations, alors qu'au moment où je me suis retrouvée devant le glacier de Monaco, dont j'utilise l'exemple, mais ça a été le cas avec bien d'autres glaciers que je peux connaître dans d'autres régions, là c'est devenu vraiment sensible en fait. J'étais frappée dans mon émotion en me disant « Oula, là c'est vraiment dramatique ». Et cet événement, parmi d'autres, ont fait que je me suis plutôt orientée vers la médiation. Et puis aussi, je pensais que moi, en tant que personne, j'avais plus à apporter en termes de communication qu'en termes de science et création de cette information scientifique. Alors maintenant que vous êtes la voix des pôles, ils nous disent quoi, ces pôles ? Ils nous disent qu'il faut s'intéresser à eux, même si ils ont l'air bien loin. Ils ne sont pas juste impactés par le changement climatique, ils font aussi partie du fonctionnement du climat. Et donc en les perdant, on a un ensemble en fait, de processus, un petit peu de rétroaction qui peuvent se déclencher. Et donc c'est très important de capter ce qui se passe là-bas. Et ça, alors qu'il est en 2021, il le crie ou il le murmure ? Il le crie, oui. Il le crie. Merci beaucoup, Lydie Lescarmentier, d'avoir été avec nous. La Voix des pôles, votre récit, analyse de cette expédition et la suite, ce que ça a pu engendrer, vous le racontez donc dans ce livre. Merci à vous d'avoir été avec nous. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Aurélien Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, avec l'aide toujours précieuse de Cathy Renaud et de Madeleine Martineux. Un grand merci aussi à Thomas Beau à la réalisation avec Nasser Moussaoui aujourd'hui. Très bel après-midi sur France Culture.